Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sport différent du ballon rond habituel. Nous passons aujourd'hui du côté du ballon ovale pour un débat sur le 15 de l'année avec mon acolyte habituel Erwan et l'invité Maxime, deux supporters du Stade Toulousain. Bonjour à vous. Bonjour à tous, je m'appelle Maxime, enchanté. Salut Erwan, c'est Julien. Oui, merci Julien, salut Maxime. Pour rappel, avec la crise sanitaire de la Covid-19, beaucoup d'équipes et de nations n'ont pas pu jouer de match. Ce 15 de l'année sera donc un peu spécial, notamment avec l'absence des joueurs sud-africains qui n'ont pas pu jouer leur match cette année. Petite nouveauté dans ce débat, lorsque Maxime et Erwan ne seront pas d'accord sur un joueur, lorsque vous entendrez ce jingle, le débat commencera entre les deux intervenants. Perdons pas plus de temps, nous allons commencer par les deux postes de piliers. Erwan, je te donne la parole. Oui, merci Julien. Alors effectivement, je vais commencer cette analyse en parlant du lauréat au poste de pilier gauche, celui que j'ai choisi, c'est-à-dire Mako Vunipola. Alors certes, le numéro 1 anglais n'a pas beaucoup joué cette année, et pour le coup, c'est dur d'accuser la Covid. C'est surtout la faute à une multiplication de blessures qui empêche régulièrement le pilier anglais de reprendre la compétition durablement. Mais alors pourquoi le placer en ce 15 de l'année, vous me direz? Bah déjà parce que le joueur des Saracens, il a joué autant de matchs, toutes compétitions confondues, lors de la saison 2018-2019 qu'en 2019-2020, donc la saison précédente. Il a joué 18 matchs à chaque fois donc, et ensuite parce que même si on ne le voit pas souvent, chacune de ses apparitions nous rappelle que le néo-zélandais de naissance, il surclasse les débats. Sur 75 plaquages tentés sur l'année civile, il en a raté seulement un contre le Racing 92 en demi-finale Champions Cup. Notamment ce match avait été perdu par les Saracens, l'équipe où joue Vunipola. Et on se rappelle aussi qu'en quart, il avait totalement annihilé les offensives irlandaises du Leinster avec 21 plaquages. Il avait fait vraiment une très très grosse performance. Et ces petits éclairs de génie, pour moi, font qu'il est le lauréat au poste de pilier gauche. Alors moi j'ai choisi de mettre le pilier irlandais Keane Ali parce que je trouve qu'il mérite amplement sa place dans ce 15 de l'année. Sur 55 plaquages tentés, il en a réussi 54 avec son club, donc Leinster. Il a aussi inscrit 2 essais en club cette année. Du haut de ses 33 ans, il est toujours aussi présent et toujours aussi solide. Il a joué 10 matchs avec le Leinster cette année. Il a été 10 fois titulaire. En mêlée, ça tient toujours autant et physiquement, c'est encore présent, même si je le rappelle, il a 33 ans. Et avec l'Irlande, c'est une grosse performance aussi qu'il a réalisée cette saison, même si elle a été perturbée par la Covid. Il a réalisé sur 28 plaquages, il en a réussi 23, qui est quand même bon pour 5 matchs joués, tous en tant que titulaire. Donc cela montre aussi que ça reste une valeur sûre aux yeux de la nation de l'Irlande. On peut partir à la guerre avec lui tranquillement. Mais je tenais à faire une petite aparté pour signifier que Vunipola mérite aussi très largement d'être dans ce 15 de l'année. Merci les gars de vos avis, mais il me semble qu'il y a un joueur français que vous avez dû sacrifier au poste de pilier pour choisir ces deux joueurs-là plutôt. Qui était-il? Alors Maximum, on s'était concerné et effectivement, on trouvait que Cyril Baille, malgré son jeune âge, il méritait amplement de aussi faire partie de ce 15 de l'année. Mais voilà, je pense que... Enfin, je vais demander à Maxime s'il est d'accord avec moi, mais je pense que pour le coup, on a privilégié un poste qui est quand même assez compliqué. Enfin, le pilier, ça fait partie des postes les plus compliqués au rugby. On l'a privilégié, l'expérience en quelque sorte. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime. Alors, je suis entièrement d'accord avec toi, c'est vrai qu'on l'a laissé sur le bord de la touche, mais il aurait mérité d'y être. Bon, il est un peu jeune, il a encore beaucoup à apprendre, mais l'avenir, c'est sans doute qu'il y sera dans ce 15 de l'année. Totalement d'accord, ouais. Il va bientôt y être. Après vos avis du coup sur le poste de pilier gauche, nous allons passer maintenant au poste de pilier droit avec Maxime qui a choisi un ancien joueur des Harlequins. Oui, merci Julien, j'ai choisi Kyle Sinclair, donc le pilier international anglais. Il faut savoir que c'est 92% de plaquages réussis avec l'Angleterre en 2020. Donc sur 5 matchs joués, il a gagné 2 turnovers et a concédé seulement 2 pénalités avec l'Angleterre. Il a également 3 défenseurs battus. De plus, avec Bristol, son club depuis le début de l'année, et il a une stat qui est assez incroyable, c'est que sur 9 matchs joués, il a réussi tous ses plaquages, soit 54 plaquages tentés et 54 réussis. Il a 3 défenseurs battus, mais la base du jeu de l'Angleterre, c'est de faire beaucoup de pick and go, de pink and go. D'ailleurs, Grégory Aldrit l'a relevé dans une de ses interviews. En plus, le poste devient de plus en plus complexe à très haut niveau. C'est pour cela que c'est difficile d'en sortir un du lot, même au niveau international. Et je vais laisser la parole à Erwan avec son choix. Oui, merci Maxime. Alors moi je vais rester du côté de l'île britannique, parce que j'ai choisi de vous parler de Zander Fagerson. Effectivement, l'espoir écossais au poste de pilier droit. Il a encore une fois eu la possibilité de montrer
que dans l'avenir, il compte faire partie des meilleurs. Les prochaines années, elles vont être marquées, je pense, durablement par lui. On peut noter le fait que l'Écosse, ils ont toujours eu un peu de mal dans ce qui était au niveau des premières lignes depuis que le rugby est devenu professionnel. C'était compliqué pour eux d'avoir une vraie densité en mêlée ou devant, ce qu'on appelle communément les gros, entre guillemets. Mais malgré ça, il y a ce joueur qui commence à sortir du lot. On peut noter que, dans les points négatifs, pour commencer par ça, qu'il a une certaine indiscipline. Mais très sincèrement, on peut noter presque que ça, je vais dire. Alors en mêlée, c'est pas incroyable, mais ça tient. Et c'est surtout ce qui marque, c'est sa qualité de jeu qui lui permet de tutoyer les sommets. Notamment, je vais pas m'étaler sur lui, mais je pense que les statistiques parleront d'elles-mêmes. Par exemple, offensivement, il a 73 prises de balle pour seulement 4 turnovers concédés. Donc ça veut dire que la plupart du temps, quand il prend la balle, il la garde et il ne la rend pas à l'adversaire. Ce qui est très important parce que souvent les piliers on leur demandera de faire par exemple du pick and go. Et on peut citer que défensivement, sur 116 plaquages tentés, avec Glasgow et le casse du Chardon cette année, il en a réussi 105. Donc c'est quand même une très belle stat. On voit qu'il se démène pas mal en défense parce que quand même 116 plaquages tentés, c'est beaucoup. Il faut être assez mobile pour pouvoir le faire. Et c'est des indices qui montrent effectivement toute la douceur dont sont capables les premières lignes au rugby international aujourd'hui. Après vos avis donc au choix de pilier, on va commencer celui du choix du talonneur avec le premier joueur français qui apparaît dans ce 15 de l'année et en plus un joueur du Stade Toulousain. Maxime, dis-moi en plus. Oui, donc il s'agit sans surprise du capitaine et du talonneur Julien Marchand, qui cette année a juste été exceptionnel. Il a avec le club du Stade Toulousain, il a été titulaire en top 14 4 sur 5 matchs, fois sur 5 matchs, et il a été titulaire le seul match qu'il a joué en Coupe d'Europe. Cette régularité, on la retrouve notamment en équipe de France, puisque chaque fois qu'il a été appelé dans le groupe, pour préparer des matchs, il a été titulaire le week-end. Il a fait un 5 sur 5 au tournoi Destination, 1 sur 1 à l'Autumn Nation Cup, sans oublier le match au Pays de Galles en amical. Puis ce qu'il faut relever, c'est qu'en mêlée, accompagné de Mohamed Awas et Cyril Bay, ils ont quand même bien tenu. Et sur les grattages, il a fait d'énormes progrès. Déjà qu'en top 14, il fait des ravages, mais en équipe de France, ça a été incroyable. Pour ce jour-là, on était d'accord, Maxime et moi. Déjà parce que effectivement, en tant que Toulousain, on connaît plutôt bien le joueur, on le voit jouer tous les week-ends, même s'il a beaucoup joué ces derniers temps avec l'équipe de France, presque plus qu'avec le Stade Toulousain. Mais faut noter que maintenant, c'est un joueur qui est devenu indispensable, quoi. Autant pour les Bleus que pour les Rouges et Noirs. Et il s'installe petit à petit dans le haut de la hiérarchie des talonneurs actuels, en France, en Europe et dans le monde. Parce qu'effectivement, le capitaine des Rouges et Noirs, il a permis autant à la France qu'avec l'équipe de la Ville Rose de remporter 11 turnovers, par exemple, durant cette année. Vraiment, c'est un véritable game changer en termes, comme disait Maxime, de grattage. C'est un atout essentiel et surtout qui est très intéressant depuis que Jefferson Poirot a pris sa retraite internationale relativement jeune. On perd un gratteur pour en retrouver un qui semble même meilleur. Et après, pour citer un autre talonneur, effectivement, qu'on n'a pas mis, parce que Julien Marchand, pour nous, il a quand même dominé les débats en termes de qualité. Je voulais citer Jamie George, donc le talonneur de l'Angleterre, qui a quand même pas mal aidé le 15 de la Rose, notamment dans la victoire lors de l'Autumn Nations Cup et du tournoi destination. Voilà, c'est un joueur sur qui on peut toujours compter, on a l'impression, et il enchaîne les matchs et les victoires et les titres avec son équipe. Nous avons donc fini l'avis sur les joueurs de la première ligne. Nous allons commencer ceux sur la seconde ligne avec là aussi un avis ou sur un joueur où vous étiez tous les deux d'accord. Erwan, tu pourrais m'en dire plus s'il te plaît? Oui, merci Julien. Effectivement, un joueur qui nous a semblé inévitable à parler quand on veut faire un 15 de l'année, c'est Mauro Itoje. Effectivement, le joueur de l'Angleterre, il sort lui aussi d'une très bonne année, notamment en termes de plaquage, puisqu'en moyenne, puisqu'il a tenté 77 plaquages sur cette année, il en a manqué seulement 4, donc c'est un bon rendu pour un second ligne. Sa grosse stat, et ce pourquoi on le connaît, hein, effectivement on dit souvent que c'est une véritable pieuvre et qu'il met ses bras partout, c'est les turnovers. Il en a gagné 9 avec le 15 de la Rose, et en seulement 5 matchs joués, ça fait presque 2 par match, c'est vraiment énorme. Surtout pour une équipe surtout pour une équipe qui tient souvent le ballon, enfin qui a souvent le ballon, qui aura souvent la possession. Donc le fait de se dire que l'Angleterre va pouvoir gagner autant de turnovers, c'est quand même assez incroyable. C'est un véritable poison dans les rucks. C'est un joueur qui est aussi impérial en conquête, si tu veux compléter ce que je viens de dire, Maxime. Oui, c'est un joueur, c'est un véritable poison pour la défense, hein. Avec les Saracens, ses stats de plaquage, c'est tout simplement ahurissant. C'est 84% de plaquage réussi,
mais sur 134 tentés, il en a réussi 113, rien que ça en 9 matchs. Tout en inscrivant 4 essais, ça montre qu'offensivement et défensivement, c'est vraiment un joueur complet que pas mal d'équipes aimeraient avoir dans son effectif. Par ailleurs, pour revenir sur les grattages, on se souvient du grattage à la finale de la Nation Cup qui permet à Farrell de passer la pénalité de la gagne. Ça montre que même dans les moments critiques où l'Angleterre était dominée, lui est ressorti quand même un peu du lot en défendant plutôt bien. Merci Maxime. Et pour rester du coup dans ce duel britannique-français, on va passer au choix d'Erwan pour le poste de seconde ligne. Oui, merci Julien. Alors voilà, pour compléter notre seconde barre, comme on dit, j'ai décidé de mettre Johnny Gray. Alors je vais pas vous mentir, j'ai déjà cité un joueur écossais et effectivement je suis un grand fan de l'équipe d'Écosse. Je regarde tous leurs matchs et notamment pour Johnny Gray, c'est un de mes joueurs préférés. Et on peut dire que cette année, le second ligne de 2 mètres, bah, il a encore frappé. Fraîchement arrivé en Angleterre, il n'a pas eu besoin de se faire attendre. Très sincèrement, il a totalement révolutionné la défense de Exeter, qui était déjà très bonne de base. Et je pense qu'il est aussi inutile de rappeler que lors de la dernière décennie, le géant écossais, c'est le joueur qui a raté le moins de plaquages. Effectivement, il aurait raté, selon des stats d'Opta, seulement 1% de ses plaquages. Donc c'est le meilleur joueur du monde dans ce domaine. Il est aussi l'heureux détenteur du record mondial de plaquage en un seul match. Effectivement, une douce après-midi irlandaise de printemps 2019, il a infligé 43 plaquages lors d'un match contre le Leinster, match que Glasgow avait gagné à l'époque où il jouait à Glasgow. Donc on peut se demander si l'année 2020 elle a été aussi lucrative pour lui. On peut dire que oui, il a très peu joué avant le confinement et n'a démarré sa saison réellement qu'en arrivant à Exeter, donc après la pause du Covid. Mais le début de cette saison, il a déjà réalisé 86 courses balle en main. C'était une nouveauté dans son profil, donc ça montre qu'il est en perpétuelle évolution. Et pour revenir à ses qualités défensives, donc, il a tenté 105 plaquages. Il en a raté seulement 3, donc depuis le début de la saison. Et voilà, tout semble se profiler sous son meilleur jour. Je vais laisser Maxime nous expliquer son choix, un choix avec lequel j'étais plutôt d'accord et que j'aurais pu mettre dans mon 15 de l'année également. Alors je vais directement rebondir sur Bernard Leroux. Je l'appelle The French Plaqueur parce que avec lui on peut partir sans armes à la guerre. Ses stats sur plaquage c'est juste incroyable. En équipe de France, les 5 matchs titulaires en 2020, il a tenté 83 plaquages et en a réussi 76, ce qui lui a permis d'être le meilleur plaqueur du tournoi de destination de 2020. Donc, c'est tout simplement énorme. Est-ce qu'on a vraiment besoin de commenter sur ça? Même avec le Racing, sur ses 4 matchs, il a tenté 53 plaquages et en a réussi 51. C'est incroyable. Quand il est en forme comme ça, il vaut mieux pas se trouver en face de lui parce qu'on va se faire découper. Donc, Bernard Leroux, c'est vraiment une énorme plus-value pour la nouvelle ère sous Galtier. Et du coup, après la nomination de vos choix, est-ce qu'il y avait d'autres joueurs qui auraient pu prétendre à cette place dans ce 15 de l'année? Alors oui, moi j'avais coché aussi évidemment le seconde ligne du Pays de Galles, Alun Jones, qui est devenu le joueur le plus capé dans une nation au monde, ce qui est tout bonnement incroyable. Après, le Pays de Galles n'a pas fait vraiment une bonne saison, et juste pour ça, il aurait mérité d'y être. Et franchement, gros respect, parce que c'est un monsieur du rugby, et même avec l'âge, il continue, mais j'espère que ça durera encore un peu de temps. Du coup, ouais, Maxime, moi je suis plutôt d'accord avec toi, effectivement. Louis Jones, il aurait mérité d'y être. Cependant, le Pays de Galles, ils ont pas fait une bonne saison, donc il est un peu malheureusement en dehors des débats. Mais voilà, moi, quelqu'un aussi que j'aurais aimé souligner, c'est James Ryan. L'été prochain, voilà, ça approche, hein, il y a la tournée des Lions britanniques qui va arriver, et on se demande qui va être titulaire au poste de seconde ligne. Il y a beaucoup de prétendants, et je pense que le jeune seconde ligne irlandais, il peut y prétendre, c'est vraiment une révélation à ce poste-là, et il risque de marquer durablement les prochaines années. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc passons maintenant aux troisième ligne avec le troisième joueur dans ce débat, où est-ce que vous avez été d'accord tous les deux? Il s'agit du Rochelais Grégory Aldrit. Effectivement, Julien, merci. Celui qui joue en numéro 8 avec les Bleus, il a aussi montré beaucoup de bonnes choses en troisième ligne L. Du coup, comme on avait chacun envie de mettre quelqu'un d'autre en numéro 8, on s'est arrangé et on l'a mis effectivement au poste de flanqueur. Parce que c'était tout simplement impossible pour nous de pas le mettre dans le 15 de l'année, tellement il a été monstrueux, particulièrement on pense au tournoi de destination. Des performances magistrales, même avec La Rochelle, et comme je viens de le dire avec l'équipe de France, où le joueur il se propose constamment, un joueur vraiment incroyable, qui a pris une toute autre dimension cette année. Le joueur formé dans le Gers, plus particulièrement à Condom, c'est un très bon joueur. Il est habile
balle en main. Il a une puissance incroyable. On le voit quand il fait ses courses rentrantes là. Il a un impact tellement puissant qu'il peut casser toutes les lignes adverses. Il court beaucoup. C'est vrai qu'il parcourt beaucoup de mètres dans le jeu. Et il s'illustre aussi, bien entendu, en défense parce que c'est un excellent plaqueur. Il est partout sur le terrain. S'il continue à jouer en troisième ligne avec cette énergie-là et cette envie-là de gagner, il y a beaucoup de défenses dans les prochaines années qui ont du souci à se faire. Vous venez d'entendre cette musique, c'est parce que les 2 derniers choix de ce 15 de l'année au niveau des avants ne sont que des débats. Donc quand même, pour commencer, nous allons rester dans l'Hexagone avec Charles Olivon qui est le premier choix de Maxime. Oui, en effet, j'ai choisi Charles Olivon, donc parce que le capitaine des Bleus, il a plutôt brillé en inscrivant 4 essais, en délivrant 4 passes décisives, ce qui est pour une troisième ligne un très bon bilan. Il a aussi gagné 87 mètres sur 33 courses, ce qui montre que c'est un vrai élément important offensivement pour l'équipe de France, tout comme en défense d'ailleurs. Et sur 73 plaquages tentés, il a réussi 66 plaquages, ce qui montre que défensivement et offensivement, c'est vraiment un joueur qui a pris de l'ampleur dans cette équipe. Mais tout n'a pas été tout rose pour notre troisième ligne, parce qu'avec avec le RCT, donc Toulon, c'est plus compliqué. Il a joué seulement 256 minutes et a disputé 2 matchs en tant que titulaire, mais il y a eu beaucoup de matchs avec l'équipe de France qui l'a rendu plus fragile physiquement. Toulon a donc décidé de le préserver un peu plus, surtout qu'à Toulon, il y a de bons éléments en troisième ligne, on pense notamment à Facundo Issa ou encore Sergio Parisse. Il revient de loin, notre capitaine, parce qu'il a failli arrêter sa carrière il y a 2 ans à cause d'une blessure au dos, notamment une fracture de l'omoplate. Et il a connu une rechute en 2018 lors d'un entraînement avec Toulon. Donc tout n'a pas été facile. Mais bon, aujourd'hui en équipe de France, on aurait du mal à s'en passer. C'est un bel exemple de courage et les jeunes devraient s'en inspirer. Oui, effectivement, Maxime, je suis d'accord avec toi. Charles Olivon est un très bon joueur et voilà, ce soit pas non plus un vétéran du vestiaire. Il inspire énormément de respect et les nouveaux arrivants en équipe de France ont tout intérêt à s'en inspirer. Mais justement, en parlant plus ou moins de personnes qui découvrent la sélection, moi j'ai décidé de vous parler d'Akira Ioane. Donc c'est le frère aîné de Rieko Ioane, que vous connaissez sûrement, centre et ailier des All Blacks. Ce joueur, il a semble-t-il enfin vu son heure de gloire arriver. Effectivement, avec le départ à la retraite de Kieran Reid et la nomination de Sam Cane en tant que nouveau capitaine des All Blacks, la troisième ligne néo-zélandaise pour les prochaines années, elle semblait déjà toute décidée. On se disait tous que Scott Barrett et Hardy Savea allaient sûrement se poser en patron aux côtés de Kane, mais le Super Rugby Aotearoa, excusez-moi du terme et de la prononciation, a montré que, comme à son habitude, le pays du long nuage blanc disposait d'un vivier qui est vraiment unique au monde et qui est très très riche. En effet, la compétition 100% néo-zélandaise nous a permis de redécouvrir le joueur. Rieko Ioane donc a réalisé une superbe compétition qui voit son équipe les Blues finir second du championnat derrière les indéboulonnables Crusaders. On rappelle même que la compétition aurait dû se terminer par une rencontre entre les deux, mais que malheureusement la replonge du Covid sur l'archipel néo-zélandaise a empêché la tenue de ce match. Il a donc réalisé des prestations XXL, autant défensivement que offensivement, ce qui lui a notamment permis de connaître cet automne ses 2 premières sélections sous l'illustre maillot de la Fougère argentée. Pour terminer cette vidéo avec les postes des avants, nous allons finir avec le poste de troisième ligne centre avec toujours l'avis d'Erwan. Oui, merci Julien. Donc pour conclure, je vais vous parler de Sam Simmonds. Il a fait une saison XXL, le troisième ligne centre d'Exeter. Une saison incroyable tout simplement. Il a remporté la Champions Cup et la première chip cette saison. Individuellement, il a été élu joueur européen de l'année avec 8 essais marqués lors de la compétition et 18 toutes compétitions confondues. Il y avait quand même du beau monde qui était nominé pour ce titre, notamment on pense à Semi Radradra et Stuart Hogg, mais aussi Virimi Vakatawa. Voilà, il est l'un des atouts offensifs majeurs des Exeter Chiefs, et défensivement il côtoie également les sommets. Il y a 200 plaquages réussis pour 20 matchs joués. On peut même se demander si la pause due à la Covid elle a pu avoir un quelconque effet sur ce joueur qui a enchaîné les rencontres comme pas permis. C'est difficile même de comprendre comment Eddie Jones il a pas essayé au moins d'instaurer une sorte de concurrence entre lui et Buni Vunipola au poste de numéro 8 sous la tunique du 15 de la Rose. C'est vraiment un mystère. On sait que Eddie Jones a une proportion à mettre en avant les joueurs avec qui il a l'habitude de travailler, mais Sam Simmonds mériterait à coup sûr une titularisation ou au moins
d'être sur le banc avec le 15 de la Rose. Oui, donc moi je vais parler d'un Irlandais qui pour moi est un des meilleurs à son poste, voire le meilleur. C'est C.J. Stender. L'Irlandais, c'est un des joueurs qui a réussi le plus de turnovers cette année. Avec la sélection nationale d'Irlande, il en a gagné 7 pour 6 concédés, mais en club, il en a gagné 9 pour 4 concédés. Cela montre sa capacité à renverser les situations, ce qui est primordial au rugby, je trouve. Au niveau des plaquages, il a aussi des stats impressionnantes parce qu'avec le Munster, sur 82 tentés, il en a réussi 76, 9 matchs joués. Et avec son équipe d'Irlande, il en a tenté 59 pour 55 réussi sur 5 matchs joués. C'est vraiment une valeur sûre en défense, dont l'Irlande peut se vanter d'avoir en troisième ligne parce que, mine de rien, il tient bien son équipe, CJ Stender. Donc je trouve vraiment encore très bon et j'espère qu'on le verra encore sous le maillot irlandais. Merci pour vos avis. Avant de finir, on va faire un petit récapitulatif sur les joueurs de la troisième ligne qui auraient pu postuler dans ce 15 de l'année. Alors voilà, ouais, je vais me permettre de commencer, Maxime. Il y avait un joueur sur lequel on était d'accord, c'était Pablo Matera. Pablo Matera, on l'aurait vu effectivement dans ce 15, surtout pour une prestation auquel on pense, c'est le fameux match contre les All Blacks. Voilà, sans même penser à toutes les questions extrasportives qu'il y a eu autour de lui cette année, il a eu une présence sur le terrain et en tant que capitaine un leadership qui est absolument incroyable et qui a permis de réaliser un exploit historique. Cependant, bien qu'on puisse louer ses qualités sous le maillot argentin, qui ont peu joué en plus cette année, bah, faut pas oublier qu'avec le Stade français, c'est pas tout rose, quoi. Très sincèrement, le club de la capitale, il a des difficultés sportives qu'on connaît, et même ses compatriotes argentins qui jouent avec lui sous ce maillot, ils sont en difficulté. Je sais pas ce que t'en penses, Maxime, et si t'as d'autres personnes auxquelles t'aurais pu penser. Je pensais comme toi avec Matera qui, oui, avec sa performance réalisée contre les All Blacks, aurait pu être dans ce 15 de l'année. Malheureusement, au Stade de France, c'est pas le joueur qui est en équipe d'Argentine, ce qui est dommage, parce que ça pourrait être vraiment un joueur très intéressant à voir sur le terrain s'il était plus performant avec son club. Voilà, et pour rebondir, on peut parler aussi du coup de, comme j'avais évoqué, Sam Cane, qui a du coup repris le capitanat avec les All Blacks, et qui même si il a certaines qualités, a un peu de mal, on voit, notamment, l'impression que le groupe de Ian Foster a un peu de mal à se fédérer, et pour l'instant a connu une saison 2020 internationale courte, mais quand même difficile, il faut le noter. Il y a eu pas mal de défaites dans une année aussi, avec aussi peu de matchs pour les All Blacks. Je pense pas que c'est en mesure d'inquiéter les personnes qui jouent sous le maillot de la fougère argentée, mais c'est problématique et ça va peut-être se faire poser des questions à l'encadrement néo-zélandais. Merci à vous pour vos avis. Merci à vous d'avoir écouté cette vidéo sur le 15 de l'année version avant. Très prochainement va sortir la seconde partie de la vidéo sur le poste d'arrière. Merci à tous d'avoir divulgué vos avis. À bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir. Au revoir et merci.